Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans titre enregistré au Centre Pompidou. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir et d'échanger avec l'artiste plasticienne Jennifer Kobé. Bonne écoute. Donc tu es artiste plasticienne, ton travail s'articule principalement autour des questions de l'espace et de l'architecture. Ta pratique artistique se développe dans une prolongation entre les dessins et les volumes parfois monumentaux, souvent composés à l'aide du travail du métal, du bois et du verre. À travers ces installations et structures, tu explores la tension entre équilibre et instabilité, entre contrôle et ouverture. Tes recherches s'ancrent dans une réflexion sur le langage formel de l'architecture, de l'espace et les possibles du lieu et d'un monde en devenir. Depuis 2019, ton travail fait régulièrement l'objet d'expositions en France et à l'international, et plusieurs de tes œuvres sont aujourd'hui dans différentes collections publiques et privées. L'année dernière, tu étais lauréate du prix Art Collector. Je pensais plutôt depuis 2009. Depuis 2009, oui, qu'est-ce que j'ai dit ? T'as mis 19, non ? Ah, j'ai dit 19, non, depuis 2009. Il a dit 2019. Il a dit 2019. D'accord, pourquoi pas ? Il y a 10 ans de carrière et d'exposition et de production en plus. Voilà, c'est ça. Déjà, peut-être, est-ce que tu veux préciser quelques petites choses sur cette brève présentation ? Non, je trouve ça assez juste, ouais. C'est tout à fait ça. Et merci pour cette invitation aussi. Dans un premier temps, est-ce que tu peux revenir sur tes études et nous dire un petit peu l'importance que l'école a eu ou pas dans ton parcours ? Alors, moi, je suis arrivée en école d'art assez tardivement. J'ai passé à art plastique en candidat libre au bac. Et en fait, moi, je suis originaire du Lot-et-Garonne et du coup, j'allais régulièrement dans les années 90 au CAPC, dans un moment un peu de l'âge d'or du CAPC de sculpture monumentale et du coup, je prenais le train la journée pour aller voir les expositions et là, évidemment, j'ai vu Richard Serra, j'ai vu Anish Kapoor, j'ai vu Jenny Holzer et du coup, ça a beaucoup remué en moi. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours d'art plastique, quoi. Et ce rapport à l'espace, à la monumentalité, au corps, en quelque sorte, déclencher, c'est ça que je veux faire, quoi. Voilà. Sans savoir comment le faire. Et je me sentais pas vraiment légitime d'aller en école d'art. Du coup, je suis allée à la fac d'art plastique à Toulouse. Et j'ai fait un échange aux Beaux-Arts de Barcelone en Erasmus et du coup là j'ai vraiment fait de la taille de pierre directe, c'est-à-dire en taille directe quoi. Et je devais rester 3 mois et je suis restée 1 an et au bout d'un moment ils m'ont dit bon faut rentrer sinon vous validez pas vos années. Et là en rentrant j'ai tenté les Beaux-Arts de Paris et je suis rentrée aux Beaux-Arts de Paris en 2e année donc j'ai tout recommencé. Et voilà. Et c'est là que, finalement, en face de moi, j'avais Anne Rochette et parfois Richard Deacon et parfois Vincent Barré et qui n'ont pas arrêté de me dire, mais tu fais de la sculpture, en fait. Et c'est, en fait, plus tard que j'ai compris ce que ça engendrait et que je me suis dit, bah oui, je suis sculpteur. Voilà. D'accord. Et en sortant, j'ai pas voulu faire de post-diplôme. Et j'ai fait un peu mon trou à la Générale en manufacture à Sèvres à l'époque. Et du coup, j'ai fait une première résidence. Après, j'ai eu un atelier là-bas. Après, j'ai eu un lieu de résidence où j'invitais des gens. Et voilà. C'est comme ça que ça se passe, les premiers pas en tant que créatrice. T'es en résidence là-bas, tu commences à monter tes projets, à faire tes expos, à inviter des gens. Pour moi, oui, en tout cas. Moi, j'ai toujours un rapport très fort à l'atelier. C'est-à-dire que même quand j'étais en fac, ma salle de bain, ma terrasse et malheureusement pour ma coloc de l'époque, voilà, c'était des ateliers. Enfin, c'était du fer, c'était manipuler des matériaux. Et tout d'un coup, en sortant de l'école, il y a une nécessité de trouver un atelier. Et là, et moi, j'allais beaucoup à la Générale quand elle était à Belleville, et que j'étais étudiante. C'était un lieu que je pratiquais. Et du coup, ça me paraissait logique d'aller là-bas et d'aller un peu frapper à des portes, quoi, pour avoir un espace pour pouvoir produire et bidouiller des choses, quoi. Voilà. Et du coup, t'es toujours restée parisienne ?
Oui. Après, j'ai fait beaucoup de résidences, plus ou moins longues, mais j'ai toujours gardé un pied-à-terre en région parisienne. Ouais. Et à ces époques-là, ce système de résidence suffit pour vivre au quotidien? Non. Donc moi, je fais de la restauration d'œuvres d'art. Donc Claude Wrobel, qui est un restaurateur assez particulier que j'aimais beaucoup, m'a pas mal formé à des formes de restauration d'œuvres d'art contemporaines, notamment en sculpture. D'accord. Je fais beaucoup de montage d'expos, j'assiste des artistes. Et en fait, ça me permet d'avoir une flexibilité où je travaille un peu quand j'ai besoin et de pouvoir être pleinement dans mon travail. Ouais. D'accord. Et donc, très tôt après les beaux-arts, etc., tu as pu avoir ces deux jambes, d'un côté, les activités que tu viens de décrire pour avoir, pour assurer tout simplement une survie financière et dégager du temps libre, et tout ça pour développer ta pratique. Voilà. Okay. Mais même aux Beaux-Arts, en fait, vu que j'avais une maîtrise d'art plastique, j'étais remplaçante en collège de prof d'art plastique. Enfin, j'ai toujours. Après, j'ai eu des années où j'ai plus travaillé que d'autres en fonction, mais voilà. Ouais. Et aujourd'hui, ça ressemble à quoi, justement, cet équilibre-là? Eh ben, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis prof aux Beaux-Arts de Lyon. Voilà, donc je suis prof en 2e année et 3e année art, et je suis coordinatrice du pôle volume de l'école des Beaux-Arts de Lyon. Et donc voilà, et avant il y a eu de l'enseignement, mais plutôt en école d'architecture et plutôt de manière en étant intervenante. Donc avant j'étais intervenante dans l'école pour juste un semestre, puis voilà. D'accord. Et du coup, finalement, c'est le travail de prof qui permet d'être tranquille sur la pratique et de pas courir derrière le fric. Oui. Ou de moins courir derrière le fric, j'imagine, plus que pas d'ailleurs. Est-ce que le travail de prof permet justement, libère vraiment l'espace pour pouvoir faire ces prods-là, ou tu as un autre moyen pour faire ces productions-là? Alors... Désolé pour la question un peu longue. Non, pas du tout. En fait, je sais pas si c'est une débauche de moyens, parce que pour moi, je le pense pas du tout comme ça. Mais donc déjà, moi, c'était très important pour moi d'avoir une autonomie dans le faire. Donc toute la pratique du métal, c'est moi qui l'a fait de A à Z. Et en fait, j'ai fait des résidences où je suis allée chercher des serruriers qui m'ont filé des tuyaux, ou aussi. J'ai été assistante de Vincent Ganivet pendant pas mal de temps, et j'ai rencontré Walter Billrit, qui est un forgeron qui m'a beaucoup aidé sur des pièces, qui m'a beaucoup montré. Donc en fait, l'idée aussi, et ça j'y tiens beaucoup, c'est une forme d'autonomie dans la production. Pour parler de mon économie, en fait, moi, mon salaire de prof, en fait, il me permet de vivre et d'assurer, on va dire, ma vie, quoi. Voilà. Et après, l'objectif, c'est que l'atelier, il soit autonome. C'est-à-dire que tout ce qui est injecté dans l'atelier, c'est réinjecté. Donc, ça veut dire pouvoir avoir un assistant, pouvoir payer le loyer de l'atelier, pouvoir payer à la voiture de l'atelier, voilà. Et donc aujourd'hui j'en suis là, c'est-à-dire que l'atelier il est autonome, je peux autoproduire des pièces, voilà. Et donc pour l'instant je ne génère pas un salaire sur l'atelier, quoi. Et après, comment elles arrivent ces pièces? Donc pour moi, c'est un système où il y a une sorte d'intuition, il y a une sorte d'envie de pièce. Et tout d'un coup, il va y avoir... peut-être qu'on anticipe sur une autre question, mais c'est aussi une modalité à l'espace, quoi. C'est-à-dire une stratégie d'espace. Comment des volumes vont prendre, de quelle manière en espace, et c'est presque des mouvements, quoi. Et puis tout d'un coup, il y a des dessins, après il y a des maquettes, et après, tout d'un coup, il va falloir produire, effectivement. Et je peux pas tout autoproduire. Enfin, en fait, j'autoproduis une certaine partie du travail, mais les grosses pièces, c'est évidemment très compliqué et ça a pas vraiment de sens non plus, en fait, pour moi. Et donc là, il s'agit de grossir les rangs, en fait, c'est de se dire, comment on peut produire cette pièce. Et c'est un peu aussi la monographie que j'ai sortie qui s'appelle Je gage, IEL gage, nous gageons.
c'est aussi pour moi le travail, c'est aussi une affaire collective. Le travail de sculpture, c'est aussi une affaire collective. Et donc de se dire à un moment donné, il y a ça où je l'amène, avec qui je vais le porter. Et donc, effectivement, c'est des dossiers, c'est tenter des bourses, c'est aller voir des gens où je me dis, mais là, ça a du sens, en fait, ça a du sens de le faire ensemble. Et voilà. Et donc, par exemple, pour la pièce en verre, ça, c'est un cadeau, en fait. C'est un gros cadeau, c'est-à-dire, je tente Lucie Herba et je l'ai, voilà. D'accord. Donc, et là, c'est fabuleux parce que c'est 2 ans de résidence avec un open bar sur le verre, avec des maîtres verriers où on commence à travailler de manière sur la durée, où en fait aussi c'est la première fois que je fais faire des pièces, où je suis pas en train de faire. Donc ça c'est très nouveau en fait. Et voilà. T'as une idée précise quand tu arrives sur cette résidence de ce que tu vas faire, ou ça se crée en collaboration avec les gens, avec ce qui est possible, ou t'arrives avec des plans Alors moi j'arrive avec une idée très précise, et je postule avec une idée assez précise. Ouais. Et tout d'un coup, il y a la première réunion où je suis censée leur expliquer mon projet davantage. Et là, je commence à leur expliquer. J'avais fait des croquis. Je pense que avec le travail, mon travail est très lié au plan et au fait de dessiner les pièces et de les dessiner assez précisément. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, ils disent on va t'arrêter là parce qu'en fait, le projet que tu nous as présenté, on peut pas le faire. En fait, ça marche pas du tout, quoi. Ça marche en métal, mais ça marchera jamais en verre. Et il me dit, en fait, si t'es là, c'est que nous, on a envie de ta précision que t'as en métal, on a envie de l'avoir en verre, quoi. Donc, en fait, on va partir complètement sur autre chose. Et du coup, je suis là, ok. Et j'ai 1 semaine de résidence. Et là, tout d'un coup, il y a un objet qui me fascine et qui est l'isolateur électrique, quoi. Et qui, de toute façon, était un peu en stand-by aussi dans le projet, mais dans les intuitions, quoi. Et on commence là-dessus, et puis là on commence à faire en fait ce qui va être espacement après. Et là finalement on fait des petits tests, et en fait je décide de faire que des dessins sur moi j'adore les dessins sur papier millimétré. Donc j'arrive avec des dessins sur papier millimétré, je passe jamais à l'étape du volume, j'arrive pas avec des maquettes, j'arrive qu'avec des dessins. Et à chaque fois c'est comment on résout, il se résout et on résout les pièces. Et tout d'un coup, je me retrouve dans une situation où j'ai l'impression d'être un chorégraphe avec des danseurs, où la question de l'interprétation est là, et je trouve ça super intéressant. Voilà pour les pièces en verre. Mais si on prend d'autres pièces qui étaient dans l'exposition, comme les lances qui étaient au sol, qui s'appelle Renversement, qui a un travail... le travail qui est impressionnant sur ces pièces, c'est le tournage et l'usinage. Et là, tout d'un coup, moi, je travaille, j'arrive à une sorte de limite dans mon savoir-faire à l'atelier en métal, et je rêve le tournage, quoi. Je rêve de bosser avec des tourneurs. Je me dis, ça coûte hyper cher, je peux pas, quoi. Et tout d'un coup, par des amis, tout ça, j'entends parler d'une résidence au FRAC Méca qui propose à des artistes d'aller dans des entreprises et de produire des pièces. Donc, et donc là, je vais vers le FRAC Méca. J'ai dit, moi, j'ai un projet, j'ai vraiment envie de travailler avec des tourneurs-fraiseurs. Et là, il se trouve que c'est le Covid arrive et on trouve pas d'entreprise et ces pièces-là. Et du coup, j'arrive dans un centre de formation de tourneurs-fraiseurs. Et là, ça devient encore plus juste, en fait. C'est-à-dire que dans un centre de formation de tourneurs-fraiseurs, ils ont plein d'exercices à faire. Mais ces exercices-là, c'est du matériel qui après n'a pas de vie, qui est là que pour l'exercice. Et là, tout d'un coup, on rentre dans une production qui va durer 1 an, et où les pièces, où moi je vais là-bas, je leur présente mon travail, où on est en échange, et donc en fait, l'intérêt pour moi de produire les pièces, c'est qu'est-ce que ça génère aussi en termes humains, en termes d'échange, en termes c'est pas, j'arrive pas avec mon gros chéquier ok, c'est combien. Oui, et là, du coup, ça a pu donner une résonance et une vie à des pièces à des pièces d'usinage, d'exercice, etc., qui seraient restées
pas autre chose. Et là, du coup, ça permettait de transformer encore plus finalement le geste et aussi, j'imagine, d'être dans une interaction avec ses apprentis, etc. Et peut-être de développer leur curiosité aussi. Enfin, ça, c'est un peu. Je parle de ça parce que t'as donc eu beaucoup d'activités en tant que prof et tu es toujours intervenante il y a plus longtemps. Cette relation avec les élèves, avec les apprentis, etc., c'est quelque chose d'important pour toi qui a pu nourrir aussi toi tes réflexions, tes pratiques personnelles ou c'est des choses que tu as plutôt segmentées Pour moi, il y a ces deux choses différentes, ces deux casquettes différentes. Pour moi, quand je suis enseignante avec les étudiants et étudiantes, et quand je travaille avec des gens sur un projet à moi de manière technique, en fait. Et pour moi, la nécessité, c'est d'aller au plus juste de la technique, c'est-à-dire de pas arriver avec mon truc et leur dire bon les gars on fait ou les filles on fait ça et c'est tout, mais c'est de comprendre tout ce qui se passe, de comprendre les enjeux, de voir comment le projet se transforme aussi avec ces contraintes là et avec le savoir-faire, avec l'impossibilité, avec et ça j'aime beaucoup ça en fait, et c'est ça qui me fascine dans la technique en fait. C'est l'action de l'adaptation qui est nécessaire en fait. Et c'est ça que j'adore dans la sculpture aussi, c'est-à-dire que la sculpture pour moi c'est le seul médium qui va à la rencontre du réel et qui a besoin du réel pour exister. C'est-à-dire si ta pièce elle tient pas, elle tiendra pas quoi. Et donc ce rapport très fort comme ça à la matérialité et au réel. Et après avec les étudiants et étudiantes, j'ai mis beaucoup de temps avant de parler de ma propre expérience ou de mon propre travail. Et parce que mon envie c'est pas de faire école, mon envie c'est pas au contraire, enfin moi j'ai plutôt envie d'essayer de les aider à trouver leur travail. Et en fait il y a que récemment où je commence un peu parce que de toute façon ils vont voir, parce que voilà, et je commence à aussi en fait là t'es dans une situation où en fait moi même maintenant je m'y retrouve aussi, enfin des fois ça marche pas, oui je sais pas quoi faire, oui enfin et donc voilà, et là c'est plus un rapport de transmission en fait, et ça c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui maintient en fait, je trouve qu'il y a un truc très pour moi c'est hyper sain en fait de sortir de l'atelier, aller les voir et questionner les choses, donner des références et voir comment ils réagissent, enfin c'est plutôt sain, ouais. Et les sujets que tu abordes dans ton travail, ils apparaissent comment, ils arrivent comment dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu pars dans une direction plutôt qu'une autre? Tout d'un coup, il y a une envie, il y a une intuition, il y a une nécessité quoi, qui est assez abstraite quand même. Enfin, c'est pas. Attention, j'ai pas un travail très figuratif, mais qui est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des formes de tension dans l'espace, des formes d'occupation d'espace. C'est presque chorégraphique, quoi. C'est presque des gestes. Là, ça va se coller sur les murs. Là, je vais envoyer une flèche et ça va faire une ligne. Enfin, des sortes de. Et puis aussi, j'ai un petit côté à ce que chaque pièce que je finis, j'ai toujours une frustration. Et cette frustration fait naître la pièce d'après, quoi. Mais et après la méthodologie de travail elle est aussi, enfin donc il y a ces choses-là qui sont assez abstraites, qui sont vraiment de l'ordre de rapport à l'espace comme ça, et après il y a quand même un attachement au réel, où j'ai quand même un travail d'arpentage qui se voit plus dans les pièces sur papier, où j'observe finalement les tensions, les relations à l'espace dans le réel. Moi, mon atelier à Aubervilliers, à la Maladrerie, qui est une cité, c'est pas hyper fun tous les jours. Il y a une rugosité aussi, et tout ça, c'est des endroits d'inspiration dans des rapports d'espace, dans des tensions, qui nourrissent les pièces. Et après, il y a des lectures aussi. Moi, il y a des lectures je pense que chaque pièce a un peu son livre, qui sont plutôt du domaine de la philosophie, ou
d'écrits comme ça, mais qui vont faire qu'à un moment donné, il y a un renversement qui fait que la pièce, elle doit venir, quoi. Et après, là, il y a une méthodologie de travail qui est ce que je vous disais tout à l'heure, quoi. Le dessin à la maquette, un prototypage dans l'atelier. Et après, après, c'est la production, quoi. Et après, il y a d'autres pièces qui sont plus, c'est plus comme la série des couteaux sans lame ou comme La Gardienne, qui sont des pièces, en fait, que j'autoproduis et qui sont un peu, qui demandent pas autant, qui sont plus intuitives, quoi, qui demandent pas autant de planification. Okay. Sur le passage à la production, etc., t'as un peu répondu, c'est-à-dire que toutes les pièces suivent pas tout à fait le même parcours et n'engendrent pas ou n'ont pas les mêmes besoins d'infrastructures, de savoir-faire, etc. Mais est-ce qu'il y a toujours un moment où tu te dis il faut que je donne naissance à ça, mais je sais pas où ça va aller en termes j'ai bien compris que tu pensais tes pièces avec un rapport au lieu, etc. Mais je veux dire, en termes d'exposition, en termes d'opportunités, quelles sortent de l'atelier parce que j'imagine que des fois, tu pourrais avoir une envie débordante de faire un truc et te dire, ouais, mais si je fais ça et que ça reste dans l'atelier, moi, je le verrais bien dans tel endroit. Pour moi, il a du sens. Enfin, cette pièce aurait du sens dans tel espace, etc. Mais peut-être des fois tu dois être sûr qu'elle arrive au bon endroit avant de commencer. Comment ça se passe justement Alors je suis jamais sûre qu'elle arrivera au bon endroit avant de commencer. En fait, c'est ça, c'est qu'on pourrait penser que le travail il est en réaction à des lieux, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, moi dès le départ, je pense l'espace en générique, quoi. En gros, il y a un plafond, des murs, un sol. Bon, bah, on y va, quoi. De toute façon, il y aura ça, quoi. Et après, et c'est en ça que, en fait, mes pièces, c'est vraiment, c'est une prise d'espace, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, elles arrivent dans l'espace, elles se déploient et elles répondent ou pas au lieu. Mais en fait, c'est la rencontre. C'est pas moi qui, et il y a des moments, qui peuvent paraître, par exemple, le spatiovore à la maréchalerie, tout le monde a pensé que c'était une réponse à la charpente, alors qu'en fait, pas du tout. Cette pièce, elle existait en maquette, puis tout d'un coup, quelqu'un m'a dit, bah, va voir Valérie Knochel. Je fais, ah bon, tu crois? Et puis voilà, moi, ce lieu, forcément, je connaissais sa programmation, forcément, voilà. Et en fait, finalement, les pièces, elles sont assez autonomes des lieux, quoi. Même très autonomes des lieux. À part quand c'est une invitation spécifique, comme ça a pu être le cas, là, récemment, avec le nouveau printemps. Mais, ouais. Et que, en fait, des fois, elles arrivent dans un lieu où j'avais même pas imaginé qu'elles iraient, quoi. Mais je peux pas attendre le lieu, en fait. C'est trop compliqué. Ouais, bien sûr. En fait, pour moi, c'est trop compliqué. Et tu galères pas pour les stocker? Si. Donc, déjà, j'ai un galeriste qui a un stock parce que... T'es chez qui? C'est quoi la galerie? Donc, je suis chez Jousse Entreprise. D'accord. Et qui a un stock grâce au design, que je remercie beaucoup. Et après, j'ai chez moi, en fait, dans l'atelier, il y a toute une partie derrière la cloison qui est un stock. Et après aussi, enfin, c'est une question qui a beaucoup avancé dans le travail et c'est une question qui fait partie de la pratique de la sculpture, je pense. Surtout quand on la vend pas comme ça. Et en fait, toutes mes pièces, c'est des kits. C'est vraiment et cette question de l'assemblage, elle m'intéresse énormément. Et pour moi, la monumentalité, même la pièce la plus grosse que j'ai faite, qui est au Vent des Forêts, qui fait 12 mètres par 7 mètres, en fait, elle est construite qu'avec des segments de 1 mètre 40, quoi. Et en fait, tout est démontable, donc tout est empilable et stockable dans la mesure du possible, quoi. Et après, oui, là, ça commence à devenir, ça commence à devenir beaucoup. Mais voilà, et aussi, c'est comment les faire circuler les pièces, pour moi, c'est important qu'une pièce, elle ait plusieurs vies. Oui. Et aussi qu'elle puisse s'adapter à des espaces. Et donc, dans la pièce, pour moi, il y a des questions de variation possibles. Il y a des recombinations, des réagencements. Ouais, exactement. Ouais. Et ça m'intéresse beaucoup aussi de me dire. Et là, en fait, ce qui a déclenché ça, c'est une résidence à Antwerpen que j'ai faite en étant à la Générale, où
il y a le directeur d'Air Antwerpen qui est passé, qui voulait pas faire un échange, personne ne voulait y aller là-bas. Moi, je dis, ben si, moi j'y vais, voilà. Et là, en fait, je venais de toute l'install que j'avais faite, de pas pouvoir la stocker, de la jeter par la fenêtre et de voir des mois de travail. Et là, je me mets dans la question du kit, dans la question du déploiement. Et c'est cette pièce, elle va vraiment déterminer tout mon travail après. C'est-à-dire que finalement, la sculpture, c'est un outil à déployer dans l'espace. Et que donc c'est un kit en fait qui va selon l'espace proposer une composition. Et il y a ce truc en filigrane de un peu de fantasme d'être comme un groupe de rock, quoi, c'est-à-dire de pouvoir faire une tournée avec une sculpture et à chaque fois pouvoir la rejouer et l'épuiser quelque part dans des lieux et pas se dire elle a répondu au plafond qui était enfin voilà, c'est-à-dire de pas s'assujettir au lieu mais de vraiment proposer des principes comme ça qui sont plus dynamiques, quoi, voilà, plus en tension. Et qui en même temps aussi sont des rapports aussi politiques, quoi. Et quand vous me demandiez comment arrive une idée, je pense que dans ces rapports à l'espace et tout ça, il y a aussi des enjeux politiques pour moi. Tiens, c'est une question vraiment rien à voir, donc on pourra peut-être l'enlever, mais est-ce que, en fait, du coup, bon, la situation politique aux États-Unis est ce qu'elle est, qu'on connaît, en tout cas que je déplore, mais les carrières artistiques ont besoin un petit peu de bouger. On a besoin d'avoir enfin, ce qui est valorisé dans une carrière artistique, c'est de partir aux États-Unis, par exemple. C'est plutôt bien valorisé, c'est de partir au bout du monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses justement de ça? Est-ce que c'est quelque chose derrière lequel tu cours? Tu dis, putain, j'aimerais bien avoir une galerie aux États-Unis, j'aimerais bien avoir une galerie au bout du monde, ou est-ce qu'au contraire, tu dis, bon, c'est peut-être pas nécessaire? Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est une question qui n'est pas préparée. Donc, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle sera affinée sur la deuxième. C'est vrai que je sais pas, j'ai eu un moment où j'avais envie de partir dans plein d'endroits et ou même je suis allée aux États-Unis, j'ai fait une bourse de recherche du CNAP pour partir aux États-Unis, j'ai fait un échange au Japon avec les Beaux-Arts, j'ai fait des résidences en Suisse. Enfin, moi, je rêve plutôt de la galerie à l'étranger, mais en Europe, en fait. Voilà. Mais et après, par contre, je me dis pas non, il faut plus le faire. Je me dis pas ça. Je me dis moi là, en ce moment, c'est pas ce moment-là. Ouais. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, tu dis, je voudrais une galerie en Europe, mais tu penses qu'il faudrait être présenté où? Tu penses que ton travail, il faudrait qu'il soit présenté où? Alors, pour bien s'épanouir. Non, faudrait, je sais pas. Moi, c'est sûr que j'aimerais bien. J'aimerais bien que mon travail soit montré en Suisse ou dans des. Zurich. Ouais, Bâle. Et voilà, non, mais dans des endroits comme ça où il y a un rapport aussi à la forme assez radical, assez épuré, ou en Allemagne. Enfin voilà. Enfin, mais après c'est un rapport de vocabulaire et de forme. Voilà, c'est. Et je pense qu'aussi mon travail s'est toujours un peu construit de cette manière, c'est-à-dire non pas il faut que je sois là-bas parce que ça c'est bien pour ma carrière, mais à un moment donné il y a des affinités, il y a des choses qui se passent et par exemple ma rencontre avec Philippe, moi j'ai traîné dans cette galerie, j'y allais tout le temps. Enfin pour moi c'était avec Philippe Jousse de la galerie Jousse Entreprise. J'ai passé tout le temps là-bas. Pour moi, c'était la galerie dans laquelle je voulais être. Et pour autant, ça s'est fait assez naturellement. Et puis, au bout d'un moment, on me dit, mais comment ça, t'as pas de galerie? Et dans quelle galerie tu voudrais être? Et puis, tout d'un coup, je me suis mis à répondre Jousse Entreprise. Et puis tout d'un coup, il est venu voir une expo, quoi. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu idéaliste de se dire ça, mais moi, je me dis qu'à un moment donné, les choses, elles arrivent aussi parce qu'on les construit dans le travail et dans les formes et que voilà. Mais bon, on n'est toujours pas venu me chercher pour une galerie en Suisse. Mais voilà. Non, mais je trouve c'est...
Enfin, moi, c'est une question qui m'intéresse. C'est-à-dire, où est-ce que tu vois ton temps? Moi, il y a des années, enfin, il y a 10 ans, je voulais être aux États-Unis. Je voyais, j'avais ce fantasme de la grande galerie, et de ma petite photo au milieu du mur. Puis effectivement, les fantasmes à la fois sur ce que c'est vraiment le métier d'artiste et le milieu, et puis les envies qu'on voit pour son travail changent aussi. Tout à fait. Un peu dans le même esprit, est-ce que là, ce dont tu parles, qu'on va synthétiser sous le mot carrière, en gros, est-ce que ça, c'était déjà assez dégrossi, dessiné quand tu étais notamment aux Beaux-Arts de Paris et dans ce parcours-là, et où il y avait une idée un peu quand tu es dans un travail d'atelier, etc., et que toute ta pratique se met en place. Est-ce qu'il y a, quand je sortirai des Beaux-Arts, il y a un peu une étape et puis une autre, etc., ou pas, par exemple? Et est-ce que tu aurais aimé que peut-être ta formation soit peut-être plus franche sur des portes à prendre, ou pas, ouais? Bah moi, je pense que je suis pas très forte en plan de carrière. Et qu'en fait, ce qui a motivé le travail, c'était de faire les pièces, quoi. Et moi, la question de la galerie, pour moi, elle est arrivée hyper tard. Enfin, pour moi, quand je suis sortie des Beaux-Arts, l'enjeu, c'était pas du tout une galerie. Pour moi, c'était dépasser mon échelle, c'était faire des pièces que j'avais envie de faire à l'échelle où je voulais les faire, et c'était pas du tout même que là où je montre me parle d'un format. Il fallait que le format il vienne du corps et de dépasser le corps. Enfin voilà, donc la galerie dans ma tête, elle arrive très très tard. Elle arrive quand aussi je commence à autonomiser une forme papier. Et en fait. Peut-être que oui, je sais pas si c'est un problème, mais moi, je vois pas comme une tracée de carrière, mais plutôt comme un travail qui avance. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'il avance, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ces pièces-là, elles existent, parce que là, en ce moment, j'ai envie de faire ça. Voilà. Et voilà. Et après, je pense que oui, en voyant la formation, par exemple, aux Beaux-Arts de Lyon, maintenant, c'est sûr qu'il y a des choses. Je me suis dit, putain, ça aurait été quand même pas mal, quoi. Mais voilà, enfin notamment dans un accompagnement aussi théorique, de parler du travail. Enfin, c'est moi qui ai peut-être loupé quelque chose aux Beaux-Arts de Paris à l'époque, mais j'avais l'impression que la théorie, ça c'était dans un amphi et puis on écoutait, etc. Et quand je vois que là, ils ont des rendez-vous avec des Camille Richer, des Camille Paulan, des Vincent Romani, rien que pour eux, quoi. Je trouve ça génial. Et peut-être que ça, ouais, j'aurais aimé. Mais je sais pas, enfin voilà, ouais. J'ai l'impression que ceux qui sortent des Beaux-Arts aujourd'hui, ils sont un peu plus armés quand même, et puis ils ont un peu plus envie, ils pensent au business un petit peu quand même. Enfin, j'ai la sensation qu'ils sont moins naïfs que nous sur ces trucs-là, qu'ils arrivent plus avec les dents un peu plus longues. Mais c'est juste. Moi, je sais pas, ce qui me fascine chez eux quand même, c'est leur capacité quand même à remettre en question l'institution, et en même temps ils n'ont pas le choix en fait, parce que qu'est-ce que ça va être cette institution. Et j'ai l'impression que nous, ce qu'on attendait, c'était des formes institutionnelles, y rentrer, et on attendait soit d'y rentrer, soit de postuler, c'est moi qui me suis aussi peut-être trompée là-dessus, mais et j'ai l'impression que cette génération, elle attend pas en fait. Enfin, elle construit des choses, elle va vers les choses, et en même temps, du coup, on peut que les accompagner et essayer de leur donner des clés et dire là, oui, si t'as envie de faire ça, peut-être contacte ici, va là. Enfin, j'y trouve moins. Enfin voilà, je sais pas. Mais, c'est peut-être pas une généralité, mais voilà. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du galeriste, de l'éditeur, de l'éditrice? Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un point de vue extérieur, et qui c'est qui remplit ce rôle-là? Alors, y a plusieurs personnes qui remplissent ce rôle-là. Peut-être qu'on va partir du plus proche au... Déjà, je pense que il y a quand même quelqu'un qui vient d'arriver et qui a bougé beaucoup de choses, c'est ma fille. Voilà. Et elle a 4 ans.
Et je pense que son passage à l'atelier, il est assez révélateur, quoi. C'est-à-dire que je l'observe, je regarde comment elle est par rapport aux pièces, comment son corps réagit, et ça valide quand même pas mal de choses. Enfin, et même ça amène dans des terrains où je m'y attendais pas. Ensuite, je dirais que moi j'ai un peu 2 sentinelles assez proches de moi, qui sont Annabella Tournon-Zubieta et Sarah Hiller-Meyer. Même si Sarah Hiller-Meyer, ça fait longtemps là on ne s'est pas trop vu dernièrement, mais c'est des critiques d'art et aussi historiennes, et voilà, mais qui me suivent dans le travail et qui pour moi m'apportent énormément, quoi, qui arrivent à mettre des mots à des endroits où moi j'arriverais peut-être pas à les mettre, qui du coup augmentent le travail, avec qui les discussions elles sont hyper fluides, et voilà. Et donc ça c'est des moments importants pour moi, aussi on prend confiance au travail tout d'un coup parce que quelqu'un le verbalise, et voilà. Et il y a mon galeriste aussi, Philippe, qui a un regard très pointu et acéré sur la question de l'objet, et que je pense que c'est ce que j'aime dans cette galerie aussi, qui est aussi très humain. Et chaque fois qu'il passe à l'atelier, ça fait avancer le schmilblick, quoi. Et ça c'est super. Et c'est aussi ce moment de rencontre où en fait il a rencontré mon travail aux Instants Chavirés, où j'avais fait les pièces des flèches qui sont coordonnées en projection, et la manière dont il a regardé mes vissages, ma patine, etc., c'était juste waouh, quoi. Enfin, il comprend comment c'est fait, il comprend qu'en fait c'est fait à la main, que c'est fait à l'atelier, et donc voilà. Et ensuite, j'ai de la chance que dans la cité dans laquelle je suis, il y a d'autres ateliers et qu'il y a des très bons artistes. Et donc là, c'est plus sporadique, mais des fois, ça fait du bien de parler avec Marianne Mispeller, avec Julien Tibéry, avec Bettina Sanson, avec des gens qui ont peut-être rien à voir avec mon endroit, mais qui peuvent me donner des retours extérieurs, ouais. Tu parlais de ta monographie. Oui, tout à fait. C'est quel éditeur, quelle éditrice qui s'est occupé de ça ? Donc c'est Empire, avec les graphistes syndicats, donc François et Sacha. Et donc ensemble, on a fait 2 livres, mais on s'est rencontrés bien avant, en fait, justement quand je parlais des retours internes de gens qui sont à la maladrerie. En fait, on a monté un fanzine qui s'appelait Fanfiction 93, avec Léla Marchovis, Marie Bechtoile, Bettina Sanson, Julien Tibéry, tout ça. En fait, ce qui nous intéressait, c'était de voir à quel moment un territoire nous lie, bien plus que des problématiques de médium ou de travail. Et je pense qu'on est des artistes, on n'a jamais été montrés dans les mêmes expos. Mais par contre, en termes d'artistes et d'ateliers, on a des problématiques assez communes. Et donc, on a monté ce fanzine, et les premiers graphistes, c'était Syndicat, et on a imprimé dans les marges, en fait. Et donc, la première rencontre, c'était là. Et ensuite, au CIRVA, du coup, c'était Isabelle Reyer, la directrice. Et elle me dit, écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de catalogue au CIRVA sur un artiste en résidence, mais là, avec toi, j'ai envie de faire un truc. Nos graphistes, c'est Syndicat, est-ce que ça t'intéresse? Je me dis, bien sûr que ça m'intéresse. Et donc là, on fait un livre qui s'appelle Un atelier à soi, et qui retrace toute la résidence, et qui pour moi arrive dans un endroit qui est important, qui est de faire le lien entre l'atelier, comment sont faites les pièces, et l'espace d'exposition, et qui met ça sur un rapport d'horizontalité totale. Et donc, comment, en fait, on arrive par l'édition, par le livre, à finalement stratifier le travail, quoi. Et donc, on arrive à cet objet où, en fait, qui fonctionne comme une ritournelle sur chacun des projets que j'ai montés au CIRVA, avec une espèce de code en bas pour les pages. Et donc, on commence par les dessins. Après, on voit les dessins qui sont interprétés par les souffleurs au sol, à dessiner au sol. Après, on voit le soufflage. Après, on voit les pièces. Mais en fait, à chaque moment, aucune image ne se perd. Donc, tout s'empile comme ça. Et cette idée-là, donc on commence à travailler à ça. Il y a mes annotations de mouvement des souffleurs, parce qu'en fait, vu que c'est la première fois que je fais rien, à un moment donné, il faut qu'est-ce que je fais, quoi. Je veux pas juste les regarder. Et donc, je commence à mettre en place une méthode d'annoter leurs mouvements
où j'ai tellement l'impression que c'est une sorte enfin, que ces gestes au travail deviennent presque chorégraphiques, etc. Donc, c'est jalonné de ça. Et je finis ce livre, c'est super, on est tous super contents, voilà. Et là, je me dis, ouais, en fait, maintenant, il faut le faire avec tout le travail, quoi. Enfin, voilà. Et donc là, on se lance dans le projet de la monographie. Donc, quand même, bien 4 ans après. Enfin, c'est pas tout de suite après, quoi. Et là, la grosse machine arrive et on fait le même système, voilà, sur tout le travail. Et en même temps aussi de se dire, voilà, comment on va montrer tous les gens qui ont participé, comment on va montrer toutes les capacités de production, etc. Et donc là, c'est des livres assez balèzes, voilà, balèzes dans le sens, ils sont gros, c'est beaucoup de pages, et après, d'un autre côté, je travaille aussi avec le Mégo dans des formats beaucoup plus rapides, où on a fait Made by Space, qui est en fait issu où je suis partie dans le désert californien grâce à la recherche du CNAP pour cartographier le désert. Et là, on a fait une impression, en fait, très peu d'éditions en riso, où en fait et donc ça a produit des pièces qui a fait mon premier solo à la Galerie Joues Entreprises. Et je voulais qu'on ramenait ce paysage dans ces pièces-là, et donc ça aussi, ça passe par l'édition. Et peut-être qu'avec le Mégo, il s'agit plus de la question de lieu que de la question d'atelier, qu'avec Empire. Et après, on a refait une édition pour les projets que j'ai fait avec le Nouveau Printemps et les Arcs. Et sur comment s'est produit les pièces, les lieux, etc. Toujours, voilà, dans des formats plus. Et ce rapport de fidélité, moi, je l'aime bien. Enfin, voilà. Voilà. Ta grosse monographie, du coup, c'est un gros bouquin qui a dû coûter un peu cher à faire. Ouais. Comment c'est monté ça ? Comment c'est payé ce truc-là ? Alors, j'ai eu la DAGP, donc le premier livre monographique, ou je sais plus, ouais, ça s'appelle comme ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Et ensuite, je me suis mis j'ai envoyé à tous les lieux dans lesquels j'étais passée et que j'avais fait des grosses pièces. Prévente. Et j'ai fait des préventes. T'as fait des préventes. Voilà. Okay. J'ai fait des préventes. Ouais. T'as été payé pour ce livre ? Oui. Ouais. Et voilà, donc voilà, j'ai fait des préventes et après j'ai aussi fait des préventes auprès d'amis, de famille. En fait, je me suis dit toute la famille ou tous les amis vont vouloir l'acheter, donc autant qu'ils l'achètent avant. Et là, c'est mon père qui s'est chargé de faire ça. C'était très sympa de ça. C'est cool. Mais voilà, ouais, donc ça a été et puis aussi au même moment, en fait, je faisais une pièce au Cyclope. Et en fait, c'était des pièces en verre à monter, que j'ai fait avec un des souffleurs que maintenant je vais voir de temps en temps. Et donc, fallait les monter, accrocher dans les arbres et tout. Et on flippait un peu d'avoir une pièce cassée. Du coup, on avait gardé un petit pécule pour refaire les pièces en verre si jamais on les pétait. On les a pas pétées. Et du coup, j'ai demandé à François Taillat de mettre ça dans la monographie. Il a accepté. Ouais. Et voilà. Mais c'est drôle parce que l'élaboration d'un livre, en fait, c'est comme dans les dessins animés où tous les gentils à la fin fusionnent dans un espèce de grand robot géant qui va enfin battre le méchant. C'est ça, voilà. Et effectivement, c'est bien de le préciser que quand même, c'est des économies qui sont très compliquées. Les livres, c'est assez compliqué. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, tu dis que t'as été rémunéré pour ce livre, c'est presque surprenant. Après, c'est une obligation de la DAGP. Oui, donc, donc, effectivement, c'est une ligne de la DAGP. C'est une ligne de la DAGP, ouais. Donc, là, voilà, peut-être parce que là, c'est devenu obligatoire, donc c'était là, mais et effectivement, ouais, mais c'est une épopée. Hein. C'est vraiment une épopée et puis va avec ça en fait toute la quantité d'images où je me suis mis à rescanner plein de choses. Enfin, je trouve que c'est à plein de strates ça. Enfin, c'est dans le montage du budget, c'est dans aller tout récupérer, avoir une masse et tout d'un coup arriver et dire à Sacha et François, je sais pas, il y a ça quoi. et comment on construit. Et du coup, tu fais quand même des grosses expos avec des accrochages compliqués.
Ça se passe toujours bien? Ah bah, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des aventures? Non, il y a toujours des aventures, ouais. Toujours des aventures. Est-ce que tu peux nous en raconter? Ah oui, ouais, oui, c'est dur de choisir, mais... on en veut bien plusieurs. Non, mais je pense que il y a... en fait, non, mais voilà, peut-être parce que c'est aussi à l'image de... à la maréchalerie, le spatiovore, ça a été un sacré morceau. Parce qu'en fait, c'est une pièce qui était tout en métal, qui tenait en tension sur la verrière, avec des ventouses à pompe à vide. J'avais fait un prototype, j'avais pété la vitre de mon atelier. Enfin, voilà, c'était... parce que à chaque fois, je faisais des tests pour savoir si ça allait marcher et tout ça. Et d'ailleurs, Valérie, que je remercie pour sa confiance quand même. Donc après aussi ce qu'il y a, c'est que c'est aussi il y a là derrière j'avais quand même une commission de sécu avec quelqu'un qui était hyper bienveillant, avec qui on a pris le truc depuis le début et voilà, c'est pas non plus, on n'arrive pas comme ça, on monte pas une pièce qui fait quasiment 1 tonne sur des ventouses comme ça. Enfin, faut quand même le dire. Donc c'est quand même un processus avec des gens et voilà. Et du coup, ça va se décliner en deux temps. Et donc, et Valérie, elle me dit, bon alors, quand tu la mets en tension, la pièce, moi, il faut pas que je sois là. Hein. Faut pas que je sois là. Moi, je vais trop stresser. Non, et tout. Et chaque fois qu'elle passait au montage, elle baissait les yeux comme ça la stressait trop. Et en fait, le planning a voulu que je fasse la mise en tension de la pièce un dimanche. Donc, j'étais juste avec Walter. Et j'étais là. Et en fait, j'étais tellement soulagée qu'il y ait personne, en fait, qui est juste mon stress à moi. Et de pas avoir le stress de l'équipe en disant, mais ça va, voilà. Et donc, on a mis en tension la pièce, on a lâché les étais, quoi, parce qu'elle avait que 2 pieds et tout le reste est en tension contre les murs. En fait, c'est vraiment les murs qui arrêtent la pièce, quoi. Et là, on entend et elle se stabilise, quoi. Et c'était fou, quoi. Et c'était vraiment fou. Et donc, ça s'est pas cassé, quoi. Et en fait, au démontage de cette pièce, donc j'étais dans mon truc, oui, mais c'est génial, on fait de la monumentalité accessible, je soulève tout moi-même et en même temps, je fais un truc de fou. Et donc, je portais mes trucs toute seule, voilà. Et puis tout d'un coup, je vois qu'en fait, c'est énorme. Et en fait, on arrive devant mon atelier avec le camion, mais plein. Et je suis là, mais j'en peux plus, en fait. Enfin, je suis trop fatiguée, quoi. Et puis, je commence à sortir les trucs. On était 3, en fait. Parce que j'étais là, mais non, Valérie, c'est bon, t'inquiète pas. On va pas payer un transport professionnel. Et là, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Et tout d'un coup, il y a les gars de la cité qui sont toujours là, qui y arrivent, on va vous filer un coup de main, là. Et là, on amène tout dans l'atelier, on finit par tout mettre. Et tout d'un coup, il y a un des gars qui se retourne à voir, il fait, mais madame, faut pas faire ça. Faut pas faire des trucs plus gros que vous comme ça, quoi. Et là, je le regarde et je fais, ouais, mais en fait, c'est tellement ça, en fait. C'est tellement ce que j'aime faire, quoi. Mais voilà. Ah, merci pour ce partage. Mais voilà, ça m'a beaucoup touchée quand il m'a dit ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la représentation? Est-ce que tu participes à des vernissages, des rencontres? Comment ça se passe? Bah oui, je participe à... Oui. Ouais. T'es présente? Je suis présente après. Je suis 2 jours de la semaine à Lyon. Voilà, donc je suis aussi présente sur les vernissages lyonnais, quoi. Mais par contre, pour moi, c'est pas un devoir de réseautage, en fait. Enfin, si je fais ça, je me sens pas bien enfin voilà, je sais pas comment dire, en fait. Pour moi, c'est organique. Ouais. C'est les lieux où, voilà, je vais voir les pièces que j'aime, je vais voir les lieux dont j'aime les programmations, je vais voir, et c'est vrai que chaque fois que je me suis forcée à aller dans un endroit parce que soi-disant il fallait y être, ça sert à rien, quoi. Enfin, je suis pas dans le truc, quoi. Mais oui, enfin, ça fait vivre, en fait, ça fait vivre le travail, ça fait voir les gens que, en fait, tu prends pas le temps de voir et qu'en fait tu les aimes bien. et pour moi, c'est très important de voir de l'art et d'en voir régulièrement. Ouais. Oui, bien sûr. Et d'être aussi, je sais pas, c'est un réseau. Le réseau, c'est important, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ce qui fait tenir, en fait, aussi. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas le moral et en fait, ça fait du bien d'aller dans un vernissage et de se dire, bah ouais, en fait, on y va, allez, c'est reparti, quoi. Ou au contraire, on a la pêche et on y va. Enfin, je sais pas, c'est ce qui
c'est ce qui fait qu'on n'est pas tout seul, quoi. Et c'est tellement important. Enfin, voilà. Ah, mais oui, de se soutenir les uns les autres. Moi, si j'arrive déprimé à un vernissage, généralement, je repars avec d'autres gens déprimés du vernissage. C'est plutôt transmissible. Ouais, c'est vrai. Surtout en ce moment, d'ailleurs. Ouais. Malheureusement, ouais. Sur mailing list, réseaux sociaux, etc. Sur la question de la visibilité de ton travail, au-delà de ce que t'apporte la visibilité d'une galerie ou des expos que tu fais, c'est-à-dire, toi, est-ce que c'est tout un endroit aussi que t'investis parce que tu te dis il faut que je crée les espaces pour rendre mon boulot visible en dehors des occasions classiques, j'entends expo, galerie, etc. ou pas? Non, je suis très mauvaise. Je suis très mauvaise Instagram. Je suis très mauvaise. Enfin, parce que oui, j'ai pas dit ça dans les regards extérieurs, mais dans les regards extérieurs, j'ai aussi un assistant qui s'appelle Antoine Cléré, qui est étudiant aux Arts Déco, qui vient une fois par semaine, et c'est un regard super, et c'est quelqu'un de vraiment super, et on est très proche, je trouve, dans la sensibilité. Ouais, la sensibilité esthétique, etc. Et donc, grâce à lui, j'ai un Instagram qui tient un peu la route. Mais, ouais, et puis, enfin, là, j'ai eu pas mal d'actualités. Et en fait, c'est un truc, j'étais très à cheval avant. Enfin, j'envoyais des mails. Et là, faut que je m'y remette un peu. Mais tu penses que c'est important aujourd'hui dans une pratique artistique professionnelle de s'occuper de ces espaces-là aussi, parce que c'est... Bah oui, c'est important, ouais. Tu penses que... Enfin, je sais pas, oui, je dirais oui, c'est important. mais c'est chiant. Mais c'est chiant, voilà. Et qu'en fait, moi, des fois, je me dis, je rencontre des boulots sur Instagram et ça me fait plaisir de tomber sur ça. Enfin, voilà. Mais oui, enfin, c'est important de prévenir des gens qu'on fait un truc, quoi. Voilà, c'est le truc. Bon, les gars, on peut pas terminer là-dessus. Faut se ressaisir. C'est la fin, là, on va se dire au revoir. Bon, j'imagine Instagram, oui, bon. Pardon. Non, mais attends, non, mais en plus, non. Désolée, mais... Non, mais c'est drôle parce que tu te dis, en fait, où tu le fais hyper sérieusement, tu vibres pour le truc et ça a du sens, tu vois, ou des fois, ce qui est complètement mon cas, moi je fais le truc hyper à moitié. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, enfin on le fait tous, j'ai l'impression un peu genre, on n'est pas la bonne génération. Voilà. Et est-ce que c'est pas mieux d'avoir 3T dans Télérama à sortir que d'avoir 1000 followers en plus, tu vois? En fait, je pensais ça aussi, c'est où sont les marqueurs ou les trucs qui seraient importants. Tu dis, putain, ce serait bien que on parle de moi à tel endroit et ça pousserait mon travail si t'étais dans une logique comme ça. Mais moi, je me dis qu'on essaie tous de conquérir le monde par Instagram, mais en fait, non. Ouais, Puis bon, en même temps, Instagram, c'est quand même un truc photographique, tout petit. Enfin, voilà, moi je préfère que des gens ils viennent voir mon travail en vrai plutôt qu'ils le voient sur Instagram. Enfin, en fait, moi je préfère conquérir des espaces, en gros, mettre des pièces. En plus, ils ont changé le format des vignettes et Marceau il est très très fâché. Alors le podcast il va sortir dans 4 semaines normalement, et la chaîne YouTube dans 4 semaines. Du coup, est-ce que tu as une actu à partager pour dans 4 semaines? Non, dans 4 semaines, non. Pour dans 4 semaines ou plus, hein, je veux dire, qu'est-ce que c'est la suite pour toi? Là, il y a des choses qui vont arriver à l'été. Voilà, pour l'instant, Tu veux pas en parler? Voilà. Ok, très bien. Désolée. C'est entendu. Eh bien, Jennifer, merci beaucoup. Merci beaucoup de ta présence. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Pour retrouver toutes les informations et actualités de Jennifer Kobé, ce sera sur son site jenniferkobé.com ainsi que sur son Instagram Jennifer Kobé Studio. Un grand merci à Cyril et ses équipes qui nous accueillent au Centre Pompidou et assurent la réalisation technique de ce podcast. Merci à Paul, notre monteur qui travaille sur nos épisodes. Un grand merci à Olivier Schloberg pour le générique.
Comme d'habitude, les informations et actualités de Sans Titre sont à suivre sur notre Instagram @santtitre.cast. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube ainsi que sur les plateformes audio telles que Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Un grand merci pour votre écoute et votre soutien. À bientôt. Bisous.